Ça fait plus de 25 ans et plus de 1050 chapitres que One Piece existe, 25 années au cours desquelles Luffy a montré qu'il était meilleur que tous ses adversaires sur bien des points. Que ce soit la détermination ou la force brute, il est certain que c'est lui qui surpassera un jour le précédent roi des pirates. Je trouve malgré tout que certains combats auraient dû être plus serrés, ou auraient même dû avoir lieu plus tard dans l'aventure, tant la différence de niveau aurait dû être importante. Luffy grandit et affronte des adversaires de plus en plus forts. Cependant, on retrouve parfois des personnages qu'il a affrontés au début de l'histoire en apprenant qu'ils sont en réalité très forts et qu'ils ont l'étoffe de très grands pirates. C'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie de faire une rapide liste des personnages qui auraient dû être plus forts que ce qu'Oda nous a montré, que ce soit à cause de leur histoire, de leur pouvoir, ou même de leurs objectifs. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important si vous voulez soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et dites-moi quel personnage de One Piece vous a déçu à cause de sa puissance, je serais très curieux de lire tout ça. C'est exactement à Crocodile que je pensais lorsque j'ai écrit l'introduction de cette vidéo. En effet, Luffy l'affronte en entrant sur Grand Line pour libérer Alabasta de son emprise et rétablir la paix perdue entre le royaume et son peuple. À ce moment-là, Crocodile est un Logia et il semble presque impossible pour le futur roi des pirates de gagner son combat. Il trouve malgré tout un moyen de retourner la situation à son avantage en utilisant de l'eau. Grâce à ça, le tyran d'Alabasta ne peut plus se changer en sable et Luffy peut alors le toucher. C'est ainsi qu'il remporte son premier combat qui lui a donné une première réelle difficulté. Le problème avec Crocodile, c'est son histoire. Plusieurs centaines de chapitres plus tard, en le retrouvant à la prison d'Impel Down et sur Marineford, on apprend qu'il a un très gros passif dans la piraterie, et qu'il a en réalité l'étoffe d'un véritable pirate du Nouveau Monde. Il a déjà eu des problèmes avec Ivankov notamment, qui fait aujourd'hui l'objet d'un lourd secret dont il semble avoir honte. Mais surtout, il a déjà eu des confrontations avec Barbe Blanche, à tel point qu'il est prêt à tout pour sortir de sa cellule et tenter de le faire tomber. Avec ce passif et tant d'années à côtoyer les plus grands acteurs de ce monde, Crocodile n'aurait selon moi pas dû se faire battre par un Luffy venant d'arriver dans Grand Line. Certes, il a usé des faiblesses de son fruit du démon, mais malgré tout, Crocodile est un antagoniste tellement charismatique et ancré dans le monde de One Piece qu'il aurait facilement pu être un ennemi digne de ce nom face à un Luffy post-ellipse. Je me demande si Sengoku n'aurait pas pu avoir un peu plus d'impact durant la guerre de Marineford. En fait, même si à ce moment son rôle n'était pas au combat mais en tant que chef et stratège de la défense du QG, ça aurait été un peu plus intéressant qu'il prenne réellement part au combat. En effet, l'ancien amiral en chef n'a commencé à se battre qu'après que Luffy n'ait atteint l'échafaud pour délivrer Ace, et encore il n'a pas fait grand chose. Il a tenté de l'arrêter avec son pouvoir, mais ce dernier a réussi à s'enfuir avec son frère et il n'a même pas essayé de les rattraper derrière. On l'a ensuite rapidement vu se battre contre Barbe Noire, mais globalement c'est le seul véritable impact en dehors de ses ordres qu'il a eu pendant la guerre de Marineford. Si c'est compréhensible pour Garp, qui n'avait pas réellement envie d'intervenir au vu des enjeux et des différents protagonistes, c'est tout de même très décevant du côté de l'amiral en chef, qui a un très grand palmarès dans la marine et est connu entre autres pour sa puissance. On peut par exemple penser au combat qu'il a mené avec Garp contre Shiki et au fait qu'il soit resté amiral en chef un long moment sans que personne ne soit en mesure de prendre sa place avant qu'il ne parte de lui-même. Je pense donc que sa puissance n'est pas à remettre en cause. Sengoku est un personnage très fort et aurait pu être beaucoup plus utile pendant la guerre de Marineford pour au moins essayer d'empêcher Luffy d'approcher comme l'ont pu le faire les amiraux ou les grands corsaires qu'il a rencontrés sur sa route. Je trouve ça dommage qu'un personnage comme lui n'ait pas pu intervenir. Marineford signe la fin de l'ère de Barbe Blanche et par conséquent l'ère à laquelle l'ex-amiral en chef appartenait. Aujourd'hui, on peut être quasiment sûr qu'on ne le reverra plus prendre part à un combat important. Il y a donc très peu de chances qu'on sache un jour de quoi il est réellement capable. Smoker est peut-être l'une de mes plus grandes déceptions depuis le Nouveau Monde. En effet, il suit Luffy depuis l'arc Lockdown, où il est montré comme un marine prêt à tout pour faire régner la justice, mais surtout comme un adversaire que Luffy ne peut tout simplement pas vaincre. On le retrouve sur Alabasta, où lui et Tashigi changent un peu leur vision des choses, notamment en comprenant les efforts que l'équipage de Luffy a fait et les causes qu'ils ont pu défendre. Pour autant, leur but est toujours de les capturer, et à la suite de la guerre de Marineford, ils demandent même à être mutés dans les rangs du G5 pour pouvoir le suivre dans le Nouveau Monde. Malheureusement, c'est à ce moment-là que Smoker et Tashigi m'ont déçu, et en ont déçu plus d'un.
puisque c'est en arrivant sur Punk Hazard, à un moment où tout le monde s'était entraîné pendant 2 ans et avait tous développé de nouvelles aptitudes, que le chasseur blanc et son bras droit subissent un nombre incalculable de défaites. Entre Tashigi qui montre une réelle volonté de se battre et de protéger ses soldats, mais qui ne propose pas grand chose derrière, et Smoker qui ne représente plus du tout une menace pour tous les utilisateurs de Haki. Ils n'ont pas eu de véritable power-up et se font surclasser par tous les adversaires qu'ils tentent d'affronter. Ils sont à la poursuite des chapeaux de paille depuis le début de l'histoire, et ce serait vraiment dommage qu'ils s'arrêtent en si bon chemin. Ces deux personnages ont de réelles valeurs et des ambitions qui leur sont propres. Il n'y aurait vraiment pas de sens à les délaisser de cette façon. C'est trop cool d'avoir un personnage féminin comme Tashigi qui cherche à tout faire pour devenir plus forte, et qui représente un peu cet esprit shonen qu'on retrouve à travers un Luffy ou un Zoro par exemple. Selon moi, c'est à partir d'une défaite comme celle-ci que des personnages comme eux doivent se reprendre en main, qu'ils doivent tout faire pour que ce genre de choses n'arrive plus. J'ai eu envie de mettre Carotte dans cette vidéo parce que je pense qu'elle est beaucoup trop critiquée par rapport à sa puissance, et Oda ne l'a pas forcément aidé dans son développement et dans sa façon de mettre en avant ses combats. D'ailleurs, je parle de Carotte, mais ça vaut surtout pour tous les Minx qui ont pris part au combat pendant la guerre de Nigashima. Parce que quand les Minx nous sont introduits, ils nous sont présentés comme des combattants nés. Les enfants comme les adultes ont tous des aptitudes innées au combat. Mais ce qui différencie Carotte d'un Minx lambda, c'est qu'elle est une mousquetaire, c'est-à-dire que son travail est de se battre pour protéger son pays. Autrement dit, en plus de ses facultés innées, elle a été entraînée toute sa vie pour se battre. Donc quoi qu'on en dise, Carotte est censée être une combattante très puissante, capable de tenir tête à un adversaire, même sans avoir recours à sa forme sous longue. Mais la guerre pour délivrer Wano a complètement effacé tout cet aspect autour des guerriers du pays des Minx. En effet, Carotte et Vanda sont partis à deux sous forme sous longue pour affronter Perospero, dans un combat qui n'a pas été montré, et se sont toutes les deux fait écraser par le commandant de Big Mom, alors que la lune n'était plus visible. Évidemment, le fils de Mama est un personnage puissant et n'est pas à prendre à la légère, mais ce combat a eu lieu pour venger Pedro. Le fait qu'elle n'ait pas réussi à le vaincre est quand même très symbolique, et je trouve ça vraiment dommage parce que ça efface complètement ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire se battre pour protéger leur peuple. Il faudra attendre près d'une vingtaine de chapitres avant que Nekomamushi n'intervienne et ne termine le combat à la place de ces deux combattantes. Je trouve que la conclusion de cet affrontement est vraiment triste. Le lien qui unissait Pedro et Carotte était très fort et unique, et c'est en elle que le Minx a placé tous ses espoirs avant de mourir. Ça brise un peu toute la symbolique du manga, qui parle énormément de transmission, d'héritage et de sacrifice pour une personne qui nous est chère. Pedro est clairement la personne qui a fait de Carotte ce qu'elle est devenue, tout comme Tom avec Franky, Iluluk avec Chopper, et comme tous les autres personnages qui ont pu vivre une perte similaire. Et selon moi, elle aurait dû aller de l'avant, se relever, et je trouve que gagner ce combat pour venger son mentor aurait dû être la finalité de son développement. L'amiral Ryokugyu est sûrement pour moi la plus grande déception de tout l'arc Wano. Il nous a été introduit avec l'envie et la détermination de capturer Luffy pour au final rapidement se faire ralentir par Momonosuke avant de fuir face au haki des rois de Shanks. Cette scène nous montre la puissance du roux et ça me hype énormément. Mais avec ce que l'amiral nous avait promis, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit un réel problème. J'en attendais beaucoup plus de ses pouvoirs qui n'auront finalement pas montré grand chose, alors que, au vu de ce qu'il a proposé, il y avait énormément à faire. Son fruit du démon lui donne la possibilité de se battre face à plusieurs adversaires, et il a l'air très difficile à battre puisqu'il peut se régénérer même s'il a été désintégré, comme on l'a vu face à Momonosuke où on voit qu'il est capable de se faire repousser. Mais au final, la seule chose qu'il a fait, c'est rajeunir Shinobu et Reizo. Les amiraux sont censés être les personnages les plus puissants de la marine et sont normalement de réelles menaces pour quiconque cherche à les affronter. En tout cas, c'est de cette façon qu'ils ont été introduits la première fois qu'on entend parler d'eux. Ryokugyu est arrivé aussi vite qu'il est reparti et je trouve ça vraiment dommage. Je m'attendais à ce qu'il tombe sur Robin qui était seul au moment où il est arrivé. Il aurait pu essayer de la capturer puisque ça reste toujours le but de la marine, comme ils l'ont précisé quand Momonosuke a pris la décision de ne pas ouvrir les frontières au chapitre 1052. Il aurait pu aussi essayer de capturer Luffy pendant qu'il faisait la fête, en endormant tout le monde avec une plante provenant de son pouvoir par exemple, ou quelque chose qui aurait eu un peu plus d'impact que ce qu'il s'est passé. J'espère vraiment que par la suite, on pourra avoir un véritable combat avec un amiral pour enfin nous montrer de quoi ils sont réellement capables. Une très grande guerre est censée arriver bientôt dans One Piece, et pour l'instant la marine n'a rien montré de bien fou.
et c'est très frustrant de penser qu'elle ne sera pas un vrai obstacle à Luffy avant la fin de son aventure. J'en attends énormément d'Akainu, et j'espère que les autres amiraux auront le droit à un quelconque moment de gloire avant la fin de l'histoire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir dans ce que je fais. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.